Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Comme d'habitude, émission Wall Street Insider, dernière session de marché sur dailyfx.fr de la semaine. Seconde semaine du mois de décembre, particulièrement défavorable au marché actions. D'ailleurs, je crois qu'en termes de performance hebdomadaire, celle du CAC 40 est une des pires des derniers mois, des dernières années. Alors, ce n'est pas une surprise, vous le savez, du point de vue de la saisonnalité, puisque cette seconde semaine du mois de décembre est en moyenne très défavorable. Alors ce mois de décembre 2014 confirme la règle. Par contre, la question est de savoir est-ce que la prochaine quinzaine peut être de meilleure facture. En tout cas, il sera difficile de faire pire. Ça, c'est plus ou moins certain. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'une part conclure la semaine sur la dernière statistique américaine qui compte, la publication de la première estimation de l'indice de confiance du consommateur aux États-Unis. Selon l'Université du Michigan et Thomson Reuters, c'est un chiffre qui est attendu à 15h55, avec forcément un impact attendu sur le dollar américain. On va en parler du dollar américain, on va parler de l'USD-CHF, de l'euro-dollar, de l'euro-CHF, qui présente d'ailleurs, au moment où je vous parle, et ce depuis hier, et d'ailleurs pendant toute la matinée, une opportunité d'achat, puisque nous sommes sur le seuil défendu par la Banque nationale suisse. Je vous rappellerai que le week-end prochain, dimanche prochain, ont lieu les élections parlementaires au Japon. Et il est donc déconseillé d'avoir des positions ouvertes sur les paires en yens au-delà de la clôture FX du jour, puisque clairement des gaps sont possibles à l'ouverture du Forex dans la nuit de dimanche à lundi. Après, c'est à vos risques et périls, mais en tout cas, sachez que un événement politique de cette dimension peut provoquer de la volatilité qui peut sortir toutes les positions, qu'elles soient baissières ou haussières. Mieux vaut attendre les résultats et chercher à se positionner probablement au début de semaine prochaine. D'ailleurs, cette semaine, j'ai exclu les paires en yens de mes stratégies de trading. Voilà donc pour l'introduction. Vous avez eu le temps de prendre connaissance de l'avertissement légal. Alors, semaine particulièrement défavorable sur le marché action. La performance hebdomadaire du CAC 40, je ne la connais pas, mais elle est fortement négative. C'est un des pires chandeliers hebdomadaires du CAC depuis très longtemps. C'est par contre ce que je regardais tout à l'heure. Alors forcément, ce n'est pas une surprise du point de vue de la saisonnalité. Par contre, est-ce que cela laisse présager derrière quelque chose qui serait meilleur, je dirais, en fin d'année? Alors forcément, pour envisager un rebond, c'est déjà bien d'avoir baissé dans un premier temps. Maintenant, ce qui est certain, c'est que pour le moment, la situation reste compliquée. État des lieux des indices boursiers sur la base des chandeliers 4 heures. Et puis ensuite, nous étudierons le cas de l'euro-dollar, de l'USD-CHF. L'USD-CHF qui d'ailleurs teste là une ligne de tendance importante avec un niveau très important à 0,9625. Si l'USD-CHF cassait 0,9625, c'est la chute à 0,9550, ce qui signifie derrière ça que l'euro-dollar lui accélérerait en direction des 1,25 $, qui sont un niveau pivot pour la suite des événements et en clair pour la fin d'année. Donc on aura probablement cet après-midi des signaux pour la direction de trading des 15 prochains jours. Avant de revenir à ces graphiques en données 4 heures que vous avez sous les yeux, laissez-moi continuer encore 2 minutes sur ces fondamentaux de marché. Cet après-midi, donc l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui est attendu sur ses plus hauts de 2006-2007. Alors on voit que là en amont, c'est pas réellement de nature à soutenir le dollar US. Mais bon, tout est possible, hein, nous verrons bien tout à l'heure. La semaine prochaine, dernière décision de politique monétaire de l'année d'importance qui est celle de la Réserve fédérale des États-Unis, mercredi prochain. C'est important, je pense, parce que elle sera suivie, cette décision de politique monétaire, de la conférence de presse de Madame Janet Yellen, à partir de 20h, je crois, ou 20h30, bref, 20h30, il me semble, heure de Paris. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que elle va probablement évoquer la hausse récente de la volatilité sur les marchés, et puis peut-être mettre en avant un certain nombre de risques qui feraient, au fond, peut-être consolider le dollar. Nous verrons bien, nous n'en sommes pas là. Quelle semaine a fait le dollar américain? Il perd 1%. Voilà, entre lundi et aujourd'hui, le dollar américain perd 1%. Est-ce que perdre 1% c'est beaucoup? Non, parce que ce marché en a gagné 11 depuis le 1er juillet. Maintenant se pose la question, le dollar américain a trouvé hier un support sur, alors en fait non, c'était pas hier, c'était, hier soir, une ligne de tendance haussière ici en place depuis le 5 novembre. Par contre, attention, ce marché comprime et sur la base de ce chandelier 4 heures, vous pouvez constater que le dollar américain est couvert par une oblique de résistance. Alors c'est extrêmement compliqué puisque nous avons là une compression sur le dollar index, compression au-dessus d'une ligne de soutien, mais en dessous d'une ligne de résistance intraday.
Et en clair, la question qu'on se pose, c'est, suite à la publication de cet indice de confiance de l'Université du Michigan, va-t-on s'en extraire par le haut ou par le bas? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, le signal technique n'est pas donné. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on est dans un range de compression ici, un range de compression qu'on retrouve aussi forcément sur l'USD-CHF ou encore la paire euro-dollar. Nous avons eu cependant toute la semaine un biais haussier sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a fait cette semaine quelque chose de sympathique, un vrai rebond technique pour une fois. Un rebond technique puisqu'il est passé de 1,2250 à 1,2463 au moment où je vous parle. 1,2250, proximité d'une ligne de tendance haussière de long terme, proximité d'une moyenne mobile très importante pour la tendance de ce marché à long terme. Et revoilà désormais à court terme une paire euro-dollar enfermée entre, je dirais, un support à 1,2369 $ et une résistance à 1,2494. Alors 1,2370, 1,25 pour faire court. En clair, voici quel est le niveau important sur l'USD-CHF. Je vous rappelle que ces deux paires de devises sont inversement corrélées. Soit l'USD-CHF tient fermement 0,9627, il tient 0,9627, il relance à la hausse, et dans ces cas-là, l'euro-dollar échoue sous les 24,70-25. Soit au contraire, l'USD-CHF casse ces 96,27, et dans ce cas tombe en ligne droite en direction des 95,55, ce qui signifiera que l'euro-dollar accélérera en direction des 25,70. Que nous dit l'action des prix tout de suite maintenant? Forcément, on voit que l'euro-dollar tente d'accélérer, et puis on voit que l'USD-CHF se dirige vers ce niveau des 0,9627. Va-t-il réagir comme il a réagi favorablement ici, ou va-t-il casser le support? Aucune idée. Aucune idée, je pense que cela dépendra des fondamentaux comme d'habitude, et donc de cet indice de confiance de l'Université du Michigan. Les indices boursiers, donc, vous l'avez compris, semaine catastrophique. J'en parlerai dans un second temps, et notamment de ce que je pense de l'indice allemand DAX 30. Vous le savez d'ailleurs ce que j'en pense. Mais je vais avant tout vous rappeler qu'il existe depuis hier une opportunité de se placer sur la paire de devises, sur le cross EUR-CHF. Alors, tout en rappelant bien sûr les risques inhérents à cette stratégie, puisque si un support existe à 1,20, c'est uniquement parce qu'une banque centrale défend ce seuil. Lorsqu'on écoute par exemple hier la dernière conférence de M. Jordan qui dirige cet établissement monétaire, il s'avère qu'il y a quand même une motivation de cette banque centrale de défendre le seuil. D'une certaine façon, c'est un floor qui pourrait être défendu ardemment et coûte que coûte encore lors des prochaines semaines, voire des prochains mois. Alors forcément c'est risqué, forcément lorsqu'on entre une position sur le cross EUR-CHF, il est nécessaire de mettre un stop de protection. La question est où? Alors ce marché avait fait un point bas en 2012 à 1,1985. En ce qui me concerne, je pense que nous avons sur les 1,20.08 un niveau horizontal qui, je pense qu'on peut exploiter ce niveau horizontal. L'idée, c'est pas de se surexposer, ça n'aurait aucun sens. Imaginez si vous vous surexposez à l'EUR-CHF, je ne sais pas, disons un lot standard, voire plusieurs lots standards, et qu'il y a de la vol ou que la Banque nationale tarde à défendre le seuil, autorisant une volatilité intermédiaire, vous pourriez vous faire sortir avec quelque chose de colossal. Alors, je pense que la prudence est de rigueur, mais au niveau de son exposition. En clair, vous pouvez exploiter ce niveau horizontal pour une stratégie d'achat, mais en limitant l'exposition monétaire. C'est-à-dire, je pense que des mini-lots me semblent tout à fait recommandés. Et dans cette stratégie, le premier objectif, ce serait au moins de rejoindre 1,2040. Disons qu'on peut imaginer ce range entre les 1,2008 et les 1,2040. En tout cas, voilà, on vous en a beaucoup parlé de cette paire EUR-CHF. Il s'avère que le mouvement récent a vu le taux de change de l'euro face au franc se déprécier et rejoindre ce seuil. Pour certains, vous le connaissez, peut-être que pour d'autres, vous le découvrez. Sachez que ce niveau est défendu donc par la Banque nationale suisse et devrait donc en toute probabilité générer un rebond probablement la semaine prochaine, et c'est aussi, je pense, un scénario à étudier pour l'année 2015, à savoir que ce marché pourrait se reprendre peut-être au-delà des 1,20.40 et revenir chercher des niveaux aux alentours des 1,2150, 1,22. Là, nous nous projetons déjà sur ce que pourrait être le premier trimestre 2015. En tout cas, vous avez ce seuil ici sur le UR-CHF.
Alors, euro-dollar et USD-CHF, écoutez, je viens de vous en parler, je n'ai absolument pas la réponse, nous sommes sur des seuils critiques, 0,9627 pour l'USD-CHF, c'est un support, faut-il l'acheter? Ce qui est certain, c'est qu'il cède, on perd 70 pips en ligne droite, cependant il peut parfaitement relancer la hausse des cours. Alors là, vous avez un vrai choix à faire, je dirais pas que c'est une chance sur deux, mais je dirais que clairement, tout dépendra des statistiques de 15h55. Je n'ai pas la réponse. J'ai, lorsque j'appréhende l'euro-dollar, plutôt tendance à faire confiance à l'USD-CHF. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est ce niveau horizontal à 0,9627 sur le cross USD-CHF. Et vous pouvez aussi, sur notre indice USD Index, tenir compte de cette résistance descendante en données 4 heures qui existe depuis le début de la semaine, et considérer que tant que l'USD Index reste en dessous, il y a des risques de baisse, et la prudence serait peut-être d'attendre que l'USD Index potentiellement casse à la hausse cette oblique, mais ce n'est pas certain. Alors voilà, je vous livre des éléments de réponse, la décision de trading vous appartient. Voilà en tout cas quels sont un peu les niveaux ici qui m'intéressent. Alors, en ce qui concerne les indices boursiers, c'est une semaine détestable, notamment sur les actions européennes. Ce n'est pas une surprise du point de vue de la saisonnalité. C'est un phénomène qui était attendu, avec des signaux de vente qui ont été donnés, notamment mardi, avec l'ouverture de puissants gaps baissiers en données journalières, et la résolution baissière de structures chartistes en porte-voix sous des résistances majeures. Alors maintenant, ce que j'ai pu observer, c'est que l'indice allemand DAX surperforme le CAC 40. Je m'intéressais hier à la partie basse d'un canal de hausse. Cela a généré un rebond d'environ 170 points. Il est vrai que je visais 9950, ce niveau n'a pas été atteint, les cours retombent. C'est un demi-échec ou une demi-réussite, à vous de voir. Maintenant, le DAX malmène clairement cette ligne de tendance haussière. Qu'en penser? Faut-il tenter, adopter une stratégie d'achat? Doit-on considérer qu'il existe en intraday l'amorce d'une contradiction positive de momentum? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, voilà en tout cas où en est ce marché. Cette semaine, je pense que pour tout un tas de raisons, les indices boursiers, il fallait en rester à l'écart, à l'image d'ailleurs des paires en yens. Et honnêtement, je commencerai à m'y intéresser de nouveau la semaine prochaine. Et d'une certaine façon, le DAX est de toute façon en train clairement de malmener, voire de briser ce support à 9733 points. Alors, on voit déjà qu'il y a de la volatilité sur l'USD-CHF et l'euro-dollar à 25 minutes de la publication de ce chiffre, sachant que nous avons eu tout de même tout à l'heure la publication de statistiques liées au prix à la production aux États-Unis. Ces chiffres ont été publiés tout à l'heure à 14h30 et clairement ne sont pas de nature à soutenir pour le moment la tendance du dollar US. Mais honnêtement, nous avons clairement un chiffre qui est susceptible tout à l'heure de modifier la donne. Le consensus se situe à 89,5. Donc le marché est optimiste et attend quelque chose. Il va ne falloir absolument pas que ce chiffre soit décevant pour la suite des événements sur le dollar US. L'USD-CHF est pile poil sur ce niveau horizontal. Si ça casse, c'est la descente à 95,50. Alors voilà, je vous ai donné des éléments. Le niveau de support peut tenir et créer un rejet de la paire euro-dollar, ou au contraire, le niveau peut céder et créer une accélération haussière de l'euro-dollar. Je n'ai malheureusement et absolument pas la réponse. Notre indice parisien CAC 40, qu'en est-il? Ce marché a ouvert un gap baissier mardi, dont la partie haute se trouve à 4340 points. Cette semaine, sous les 4340 points, qui sont donc la partie basse de ce gap baissier daily, que j'ai pris le soin de représenter ici sur ce graphique intraday, forcément le mouvement est baissier. Cette première quinzaine du mois de décembre est hautement négative, notamment la seconde, à l'image du CAC 40 schématique, celui dont la performance théorique est issue d'une moyenne statistique issue de 20 années d'historique de cours. Pour le moment, tout se passe bien, je dirais, du point de vue du respect des statistiques, qui ne sont d'ailleurs que des statistiques. Tout est question finalement d'écart type, d'écart à la moyenne. Cette année, l'écart type est faible. On s'inscrit bien dans l'évolution générale du CAC 40 sur ces 2 premières semaines. Maintenant, la question est, est-ce que la semaine de trading numéro 3 et la semaine de trading numéro 4 tendra elle aussi
vers la moyenne statistique, qui est de nature complètement différente. Honnêtement, je ne sais pas. C'est plutôt bon signe d'avoir eu finalement cette phase de baisse cette seconde semaine, puisqu'on revient sur support. Et pour commencer une phase de rebond, c'est toujours bien d'avoir vu des indicateurs se dégonfler et des cours revenir sur support. Alors quel support? L'ultime rempart, c'est quoi? Le niveau mensuel du CAC 40, c'est 4100 points. Je vous ai déjà montré ça sur un graphique en données mensuelles. Le problème des graphiques en données mensuelles, c'est que seule la clôture mensuelle compte. Donc, en clair, la clôture mensuelle, c'est à la fin du mois. Rappelez-vous, au mois d'octobre, nous avions eu à la mi-octobre un marché à 3800 points, donc en l'état une cassure, mais or, un graphique mensuel n'a aucune utilité lorsque nous sommes le 16 du mois, puisque le message technique est délivré uniquement sur la base des cours de clôture. Voilà les fameux 4100 points. Alors disons que nous pourrions imaginer un CAC 40 qui terminerait le mois de décembre d'une manière plus favorable en partant justement de ce support majeur à 4100 points. C'est un niveau qui est clairement susceptible d'attirer des acheteurs. À plus court terme, on se stabilise sur 4150 points depuis ce matin. C'est clairement la zone max d'excès que j'envisageais ce matin. J'avais déterminé 50 points entre 4150 et 4200. Maintenant, on est posé dessus. Je dois quand même reconnaître que d'une part, nous sommes toujours dans cette semaine de trading numéro 2, donc il vaut écarter les stratégies d'achat, mais en tout cas, qu'on tient pour l'instant ce niveau horizontal, 4150 points support. Et l'idée, c'est quoi? C'est au moins d'aller effectuer un pullback au contact de cette MM20. C'est ce que nous avions fait d'ailleurs au mois d'octobre dernier, où nous l'avions brisée, elle avait changé de dynamique. Le marché avait quand même ici amorcé une partie de pullback, revenir tester des niveaux cassés. Je ne sais pas, tout ce que je peux vous dire c'est que 4150 points, c'est un niveau de support, une stratégie d'achat ne me choquerait pas. Tout comme sur le DAX, ce marché, or franchement le DAX cette semaine, c'est peanuts ceci fait. Regardez le DAX depuis le 16 octobre. Belle tendance haussière en 1, 2, 3, 4 temps d'ailleurs. Est-ce que nous serions simplement en train de faire le quatrième temps? En tout cas, cette semaine, le DAX, c'est une micro-baisse. Et depuis hier, où je vous parle de cette zone des 9700 points et de ce bas de canal qui est malmené, le marché la tient. Mais je dois aussi admettre qu'il n'y a pas un rebond d'amplitude. La semaine prochaine, il y a beaucoup de choses. Il y a des élections en Grèce. Il y a aussi des élections en Grèce. Il y a la dernière décision de politique monétaire de la Fed. Ce sont des choses qui peuvent agir, notamment sur la dynamique des marchés actions US. Le marché actions US, j'ai recommandé ce matin d'utiliser les précédents sommets annuels du S&P 500 à 2020 points pour envisager une stratégie d'achat. Il est toujours, je dirais, plus confortable d'adopter des stratégies d'achat sur les marchés actions US, parce que forcément ce sont les plus bullish. Cette stratégie a été un succès hier, puisque le marché s'en est approché et a rebondi de 30 points. Et il est retombé direct. Revoilà à nouveau depuis ce matin le SP500 sur les 2020 points, et là il tente à nouveau de défendre ces 2020 points. En ce qui me concerne, tant que ça tient, en cours de clôture, eh bien je privilégie le scénario du rebond sur ces 4150 points du CAC, ces 2020 points du SP500, et cette zone que travaille le DAX aux alentours des 9700 points. Les 15 prochaines semaines peuvent clairement être d'une nature complètement différente. Alors, je vais remettre l'euro-dollar et l'USD CHF, où vraiment là on a la croisée des chemins. Alors l'USD CHF il est posé sur les 0,9626, l'euro-dollar va attaquer les 24,80, les 25. À partir de là, soit on casse, soit on reverse. Il y a vraiment ces deux possibilités. En clair, si vous avez été acheteur, ça peut être pas mal de sécuriser des gains. Si vous avez shorté l'USD CHF, ça peut être pas mal de sécuriser des gains, etc., etc. L'euro CHF, je vous en ai parlé. Maintenant, je tiens à revenir sur quelque chose que je vais exploiter de plus en plus. Alors, je vous en ai énormément parlé la semaine dernière, notamment vendredi dernier. Nous étions précisément au contact de cette ligne de tendance haussière. L'USD CNH a pris 400 pips quand même. Donc, je ne sais pas si vous avez pu l'exploiter, mais 400 pips de hausse depuis que j'ai mentionné l'existence de cette ligne de tendance haussière. L'USD CNH, à terme, je vise 800 pips. Clairement, lors des 6 prochains mois, je vise 6,27. Je suis vraiment confiant sur cette stratégie pour des éléments fondamentaux et d'analyse technique. C'est toujours intéressant lorsque ces deux approches de marché se rejoignent. Pour se positionner, j'ai proposé hier dans un article plusieurs façons. Soit d'attendre un nouveau test de la moyenne mobile à 20 jours, soit d'exploiter le support horizontal des 6,1768,
soit d'attendre une phase de dérive latérale jusqu'à ce que les cours à nouveau réentrent en contact de cette ligne de tendance haussière pour connaître une impulsion. Donc celle-là, clairement, surveillez-la. Là, clairement, on est éloigné du support et il y a environ encore, je dirais, 4 à 5 séances de trading avant que la dérive latérale nous permette d'avoir un point de contact avec cette ligne de tendance. Mais je pense que si vous n'avez pas ajouté sur votre plateforme de trading, eh bien, il serait temps de le faire. Bon, les métaux précieux, on en a parlé toute la semaine, vous connaissez notre point de vue, notamment depuis cette séance du 1er décembre, un mât de hausse, une phase latérale, un mât de hausse, on refait une phase latérale par rapport à tout ce que j'ai dit hier, rien n'a changé sur les cours de ces métaux précieux avec finalement encore une phase latérale qui porte en elle un certain nombre d'espoirs sur l'argent, on a atteint un premier objectif à 17,24, tant qu'on tient 16,75 ça peut relancer. Il faudrait par contre vraiment tenir ces 16,75. Je vous ai invité à vous positionner dès la semaine dernière aux alentours des 16 $. 17,24 c'est pas mal, hein, ça fait une 120 pips. Je suis patient. Le bémol c'est qu'il y a quand même des pré-signaux ici sur le momentum qui sont moins, je dirais, favorables. Mais en tout cas, bon, l'argent, on contient ce niveau, pourquoi pas. Bon, alors maintenant je peux vous proposer un tour d'horizon des paires de devises, il y en a beaucoup. Je vais revenir sur toutes, plus ou moins dans l'ordre en fait, et ensuite répondre à vos questions. Alors la UDCAD, doit-il encore être utilisé pour des stratégies correctives? La UDCAD, j'avais adopté la première fois une stratégie de vente ici, début décembre à la cassure des 0,9566 pour viser 0,9411. Le marché s'est arrêté à 0,9439. À chaque fois, j'ai répété qu'un nouveau test des 95,66 peut permettre de mettre en place une stratégie de vente. On a testé, ça rejette. On reteste, ça rejette. Tant qu'on est en dessous, je conserve ce biais. Après, c'est certain que on sent qu'il y a des velléités de cassure, mais pour le moment, ce n'est pas cassé. Non, par contre, l'AUD-CHF, c'était juste parfait. Alors celui-là, je vous en ai parlé hier. C'était juste parfait. Et vous avez eu le pullback. Comme quoi, pour ceux qui pensent qu'un pullback n'intervient jamais, AUD-CHF, cassure des 0,8035, pullback et ça relance. C'était juste parfait. Dans le sens de la tendance, on casse un niveau horizontal qui est support, il prend le statut de résistance, on pullback et ça relance. Donc la UDCHF, je reste clairement baissier. À terme, l'idée c'est que ce marché peut parfaitement retomber ici au contact des 0,7823. Et donc il y a eu la possibilité d'exploiter hier en fin de session européenne ce pullback à 0,8030. Et là d'ailleurs on a donné un nouveau signal de trading en cassant les 0,7985. Donc ça continue de baisser dans le sens de la tendance, la UDCHF, et je pense que cela a toujours de bonnes chances de se poursuivre. Le CAD CHF, c'est terminé. Le canal de hausse a tenu dans un premier temps, générant ici une reprise d'une cinquantaine de pips, cassure des 0,8385 que vous retrouvez à travers la cassure de résistance sur l'EuroCAD. C'est un signal technique qui est limpide, je ne m'y intéresse plus, ce canal a cédé, j'y reviendrai plus tard, étant donné que le canal n'a pas agi durablement dans le sens d'une relance de la dynamique, c'est un fait. Alors, il y a quand même énormément de paires de devises. Je vais maintenant plutôt me concentrer sur vos commentaires, éventuellement passer en revue certains actifs qui vous intéressent. Et puis, on va plutôt faire comme ça, en attendant donc ce chiffre. Alors, est-ce qu'il y en avait une autre sur laquelle je souhaitais revenir plus particulièrement? Je les passe rapidement en revue pour voir. Mais bon, je pense qu'on en a quand même suffisamment bien parlé tout au long. Ah si, alors le GBP-AUD. GBP-AUD, forcément. Étant donné que nous avons d'ailleurs sur la UDCHF une succession de signaux de trading qui sont plutôt à la baisse, moi je vous invite ici à vous intéresser à nouveau au GBP-AUD. Ce qui me plaît dans le GBP-AUD, c'est qu'il est soutenu ici par cette ligne de tendance haussière. Je vous invite à chaque fois l'exploiter pour une stratégie dans le sens de la tendance haussière. Et l'idée sur le GBP-AUD, c'est toujours de rejoindre les sommets annuels. Les sommets annuels qui passent à 1,92. Donc là encore, il y a eu encore dernièrement, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas testé la ligne de tendance, mais en tout cas, on forme désormais ici un nouveau support qui a été formé par le marché sur les 1,8935.
je privilégie toujours le sens de la tendance et davantage de hausse, notamment ici la semaine prochaine, jusqu'à ce que cette ligne de tendance cède un jour. À ce moment-là, non, eh bien j'abandonnerai ce biais. Je pense que pour l'USD Index, il faut vraiment se concentrer sur cette ligne de tendance. Vous êtes en données 4 heures, c'est la ligne de tendance baissière de la semaine. Cette semaine, le dollar américain perd 1%. Cette dynamique, cette consolidation hebdomadaire du dollar américain, elle est illustrée par cette ligne baissière chartiste. En dessous, ce n'est pas terminé la consolidation. On en sort par le haut, c'est terminé. Et l'eurodoll reverse et reprend sa phase de baisse en place. Ce qui pourrait signifier que, au fond, l'euro-dollar échouerait sous les 1,25. Alors, d'ailleurs, vous pouvez observer qu'en amont du chiffre, le marché ne donne pas la réponse. L'action des prix ne donne pas la réponse, puisque l'USD-CHF, pour l'instant, tient ses 0,9627. Il a fait un plus bas à combien 0,9625. L'USD-CHF tient et l'euro-dollar, eh bien, finalement, arrive sous résistance à proximité ici des 1,2480, des 1,25. Donc nous verrons bien tout à l'heure, lorsque seront publiés les chiffres. Et donc, écoutez, l'euro CHF toujours posé sur son point. Donc nous verrons bien pour la suite des événements. Et en ce qui concerne les métaux précieux, si vous voulez, il y a une stratégie qui est envisageable. C'est d'exploiter ce flat. Les stratégies d'achat, si vous souhaitez en mettre une à nouveau sur l'argent, à moins que ce soit le cas, puisqu'on vous en parle quand même depuis le milieu de la semaine dernière. Désormais, vous avez un support qui existe ici à 16,90, qui dans ces cas-là peut être protégé par un stop de protection sous les 16,77, ce qui fait quand même un risque modéré en vue d'envisager en cassure des 17,24 un ralliement des 17,80. Bon, c'est probablement le métal précieux qui propose la configuration chartiste, je dirais, la mieux construite. Voilà. Voilà. Bon, pour les stratégies sur indice, de toute façon, les indices US montrent la voie. J'observe que les 2020 points réagissent toujours favorablement sur l'indice S&P 500. Sur le Dow Jones, voici où se trouvent les précédents sommets annuels. Donc c'est ce niveau-là, c'est 17 427 points. Ce sont les précédents sommets annuels qui ont été cassés. Et donc le Dow Jones, pour l'instant, trouve un support à 17 427. Tant que 17 427 tient sur le Dow Jones des valeurs industrielles et 2020 points tient sur l'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500, eh bien on peut toujours envisager un scénario de remont technique sur les marchés actions européens. Dans le cadre d'un phénomène d'inertie de fin d'année, c'est quelque chose qui peut intervenir soit la semaine du 22, soit la semaine du 4, soit jamais. Écoutez, je crois d'ailleurs, j'ai préparé un graphique tout à l'heure pour être parfaitement transparent sur cette approche statistique des choses. Bien sûr, une année, on peut parfaitement s'éloigner des statistiques. Eh bien, dommage, je l'ai supprimé, donc ça ne me va pas du tout. Bon, bref, je vais le retrouver. Alors, laissez-moi le retrouver. Et comme ça, je pourrais répondre à vos questions sur ce sujet. Accordez-moi un instant. Alors, où ai-je rangé ce document? Il y a en fait sur 20 années, il y en a 4 où nous avons eu un mois de décembre défavorable. Donc ça fait quand même une possibilité. Alors, c'est la fin de semaine, il faut retrouver tous les documents, le voici. Bon, en clair, voici le chart que je souhaitais vous montrer. Vous avez sous les yeux, je vais zoomer dessus, voilà. Alors, un instant. Voilà, donc sous vos yeux, c'est la performance en pourcentage au mois de décembre, prenons le cours d'ouverture du mois et le cours de clôture du CAC depuis 1994. Des mois de décembre négatifs, sur 20 ans, il y en a eu 1, 2, 3, 4. 4 sur 20. Voilà, en termes de probabilité. Il y a eu des mois de décembre extrêmement négatifs. Décembre 2002, moins 8. Décembre 94, moins 4. Ici, on a fait du moins 2 en 2007-2008. Donc, voilà, ce n'est qu'une histoire de moyenne. Une année peut parfaitement s'en éloigner ou s'en approcher. Honnêtement, ce sera simplement une année à rajouter dans ce flux. En tout cas, voilà pour cet aspect statistique. Il y a 4 sur 20 qui s'en sont éloignés, mais vraiment fortement.
puisqu'en moyenne nous sommes sur une appréciation entre début du mois et fin du mois de 1,5 il me semble. Enfin, ça ce sont des chiffres statistiques, ça vaut ce que ça vaut. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces marchés. Euro-dollar, USD, CHF, on les garde sous les yeux et je réponds donc à vos questions. Vraiment, l'USD-CNH, gardez-le sous les yeux. Hein. L'USD-CNH, prenez vos graphiques weekly, je pense que ça finira de vous convaincre. J'ai pris le temps hier de rédiger un article sur le site. Je ne sais pas si vous parcourez parfois nos articles, mais le voici. Dans cet article, je vais vous en donner le lien, cela peut vous intéresser. J'évoque brièvement les fondamentaux qui sont susceptibles de créer un phénomène de dépréciation du taux de change du yuan. Et surtout, je mets en avant des charts de long terme. Voici l'USD CNH sur la base d'un graphique en données hebdomadaires. Vous avez ici une jambe de hausse qui s'est déployée au premier trimestre de l'année. Vous avez ici une jambe de baisse. Ce chiffre en vert ici est un ratio de retracement. Le marché s'est stabilisé après avoir retracé 61,8 de cette première jambe. Ce que j'ai fait ici figurer en orange, ce sont des chiffres d'extension. Comment ça fonctionne? Je projette l'amplitude de cette jambe de hausse au point bas de cette jambe corrective. Pour moi, le signal a été donné en données hebdomadaires, clairement la semaine dernière. Clairement, au niveau des indicateurs de momentum, c'est bullish et c'est pas suracheté, le USD-CNH, à moyen terme. C'est pourquoi je vous ai proposé tout à l'heure d'utiliser le graphique en données journalières ou H4 pour vous positionner soit en utilisant la MM20 période en journalier, soit cette ligne de tendance haussière. Mais il faut laisser donner à ce marché 3-4 jours pour dériver à plat. À terme, je pense qu'on peut être forcément optimiste. Donc cette paire de devises, franchement, elle m'intéresse. C'est pas une paire en dollars comme les autres. Il y a vraiment un positionnement vis-à-vis du yuan renminbi qui n'est pas à sous-estimer. Donc là, vous le retrouvez ici en données journalières. Ici, il s'agit donc de en données journalières avec la moyenne mobile à 20 jours. Voilà, hein, moi je vous en parle en fait depuis cette séance du 24 novembre lorsqu'on a cassé cette fameuse ligne ici de tendance baissière sur l'USD-CNH. Qu'est-ce que c'est le USD-CNH? Étant donné que le yuan renminbi, normalement son code c'est CNY. Le CNH c'est le yuan offshore. Vous savez que Hong Kong appartient à la Chine, mais a un statut juridique très particulier et notamment sa propre monnaie. D'ailleurs, la place financière de Hong Kong, dont vous connaissez tous l'indice, le Hang Seng, est tout à fait différente des places financières de Shenzhen ou de Shanghai. Le yuan renminbi de Hong Kong ou offshore est utilisé pour les transactions commerciales avec les entreprises juridiquement localisées à Hong Kong, tout simplement. Voilà, ce sont tout simplement deux monnaies liées à une zone géographique et donc économique différente. Bref, selon l'analyse technique, j'apprécie ce marché et je pense qu'il faut exploiter les supports pour des stratégies d'achat. Alors, l'AUD NZD Tradator, l'AUD NZD, hein, j'en ai parlé beaucoup, j'ai notamment fait dessus mon travail de mea culpa, dans le sens où je me suis positionné long sur un niveau horizontal qui a cassé, j'ai voulu utiliser cette ligne de tendance haussière à la CD, maintenant forcément on revient sur les plus bas annuels. Je sais que les 1,04, 1,05 sont un niveau majeur sur des graphiques de très long terme, c'est un niveau horizontal qui est en place depuis 25 ans. Bon, le marché ne l'a pas encore testé, donc on verra. Il me semble que mes collègues Nicolas Chéron et Adrien Dremont envisagent d'utiliser à nouveau ce seuil mensuel des 1,05 pour proposer des stratégies d'achat. Donc eux prendront probablement le temps de vous en parler. Alors en effet, donc dimanche prochain, ce sont les élections parlementaires au Japon. L'enjeu c'est quoi? À travers l'élection d'un nouveau parlement, c'est d'envisager l'évolution de la politique fiscale du Japon. Et vous connaissez l'incidence cette année de la politique fiscale, avec notamment une hausse très importante de la taxe sur les ventes. Elle est connue en France sous le nom taxe sur la valeur ajoutée. Et vous la payez, lorsque vous vous rendez faire des transactions, des achats, vous la réglez.
En clair, elle a été augmentée d'une manière telle qu'elle a contraint le comportement des consommateurs japonais. La consommation des ménages étant une composante majeure de la croissance économique, eh bien cela a clairement pénalisé l'économie japonaise. En clair, l'enjeu de ce nouveau Parlement, c'est de savoir est-ce que la deuxième hausse de la TVA qui était projetée et prévue au Japon cette année, va-t-elle avoir lieu? Va-t-elle être, pour 2015, va-t-elle être reportée davantage? Va-t-elle avoir lieu comme prévu? Derrière, en découlera forcément le positionnement des investisseurs vis-à-vis du yen. Et forcément, un Parlement qui serait favorable à une poursuite de la hausse sur la taxe sur les ventes serait un phénomène qui pourrait relancer la hausse des paires en yens. Donc si nous avons un Parlement finalement qui permet de reconduire la politique récente du gouvernement japonais, et donc la politique budgétaire et la fiscalité, cela entretiendrait la reprise de la dynamique haussière des paires en yens. Mais malheureusement, je n'ai pas les résultats des élections législatives. Donc c'est pourquoi j'invite à rester hors marché. Imaginez un Parlement complètement différent de sa structure passée, avec de violents gaps dimanche à l'ouverture du FX. C'est vous qui voyez, mais je tenais à mettre en avant cet élément. Alors Laurent, c'est forcément que le floor des 1,20 sur l'euro CHF, il intéresse tout le monde. Tout le monde se pose la question de ce stop. Est-ce qu'il faut le mettre sous les points bas de 2012 à 1,1985? Est-ce qu'il faut le mettre à 1,2002? Faut-il le mettre à 1,1989? Honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà ce que moi je vous dis. Vous avez ce niveau à 1,2008 qui m'intéresse. En dessous, je ne sais pas quelle peut être l'étendue d'une éventuelle volatilité basse. Donc en clair, si on s'intéresse à 1,2008, mieux vaut avoir un stop proche, un stop serré. J'ai envie de dire un 20,01 ou un 19,99. Parce que en dessous, je ne sais pas jusqu'à où ça peut mécher. Donc moi là, sur le court terme, c'est ce niveau-là qui m'intéresse, un 20,08. Après, la gestion d'un stop, je suis pas en capacité, moi, de vous donner de A à Z la gestion d'un trade. Ce n'est malheureusement pas à moi de faire ça. Mais en tout cas, voilà une zone d'intérêt sur laquelle je souhaitais revenir. Le hedging en journalier ou en W est-il une bonne stratégie? Ça dépend ce que vous entendez par hedging. C'est un vaste sujet, il faudrait davantage de réponses. En ce qui me concerne, je préfère des stratégies directionnelles, de flux, plus que des positions, plus que de stratégies de hedging. Je préfère clairement être exposé à l'évolution d'un actif de manière directe. Alors sur le SP500, une question, à partir de quand peut-on savoir qu'un rebond prend forme? Écoutez, une clôture H4 favorable, clairement là vous voyez que le SP500, sur la base de cette clôture 4 heures, tente quand même de reconquérir les 2020 points. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis à 2022, mais on va le passer sur l'ancien top annuel. Donc c'est un niveau qui pour l'instant a tenu. Nous avons quand même dans l'esprit des contradictions positives de momentum. On voit quand même que le marché action US, c'est pas le CAC 40. Il y a des belles réactions lorsqu'on est sur support. C'est pas le CAC 40. Donc le SP500 m'intéresse, mais le Dow Jones aussi. Le Dow Jones sur ses 17 427 est tout à fait aussi digne d'intérêt. Alors 2015, on verra. Pour l'année 2015, indice boursier, est-ce qu'on peut cracher en 2015? Ça c'est un autre sujet. En effet, il y a un certain nombre de choses qui pourraient faire que l'année 2015 serait moins favorable au marché action. Pour l'instant, on n'en est pas là. La statistique, elle vient de tomber la statistique. Le chiffre est tombé, chers auditeurs, et il est a priori favorable, puisque je vois que l'USD-CHF se reprend sur le support des 0,9627, ce qui n'est pas pour me déplaire. Quels sont les chiffres? C'est parti, indice de confiance de l'université du Michigan. En première estimation donc. Alors c'est parti. Donc il est tout à fait satisfaisant, 93,8, c'est un bon chiffre, même un chiffre excellent, une confiance démesurée du consommateur américain. Alors vous voyez tout de suite que le biais comportemental
des agents économiques européens et nord-américains est complètement différent. La confiance est toujours bien ancrée aux États-Unis. C'est pourquoi les stratégies d'achat, elles sont à recommander sur les marchés actions US. On teste un support, pas se casser la tête sur les indices US. On touche un support majeur, stratégie d'achat. Jusqu'à preuve du contraire. Tôt ou tard, on aura forcément des corrections plus profondes. Pour le moment, ça tient. Donc, l'USD-CHF défend les 0,9627. C'est plutôt intéressant et forcément, l'euro-dollar reste en position sous le niveau des 1,25. L'USD Index, regardez à nouveau sur l'USD Index, le test ici de cette oblique de résistance baissière, il faut que ça passe. Donc, on a besoin vraiment de ça. J'ai besoin d'une clôture H4 de l'USD Index au-dessus des 11 440 et nous revenons chercher les 11 520, voire derrière de nouveaux plus hauts. J'ai besoin d'une clôture H4 de l'USD Index au-dessus des 11 440 pour vous affirmer avec une forte chance que l'USD CHF peut revenir chercher les 0,9720. Bon voilà, un excellent indice de confiance du Michigan. C'est tout à fait satisfaisant et plaisant de voir l'USD CHF réagir sur ce support. Il est 15h59. Permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, un excellent week-end. N'oubliez pas les élections parlementaires au Japon dimanche. N'oubliez pas ce seuil important sur le URCHF. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à partir de lundi pour toujours cette émission Wall Street Insider. Et ne partez pas tout de suite. La semaine prochaine, dernière réunion annuelle de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, avec une conférence de presse de Janet Yellen, c'est très important. Je vous propose mercredi prochain à 19h45, mercredi prochain à 19h45, un point de marché en direct de la conférence de presse. Merci à tous de votre attention, très bon week-end et à lundi.